Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Alors le 1er février, la plupart des médias se sont fait l'écho d'une découverte étonnante, la découverte d'un enregistrement de la voix de Bismarck. Enfin, la trace de cette voix ouvrait grand vos oreilles. Friedrich Rohr am 7. Oktober 1889. Je vous disais la trace de cette voix. Cet enregistrement a été réalisé par le génial Thomas Edison en 1889 et c'est ce qui a donné à Franck Ferrand l'idée de nous parler aujourd'hui du plus célèbre des grands inventeurs américains, Thomas Edison. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Écoutez, vous avez tout dit, je n'ai rien à ajouter. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Vendeur de légumes, c'est dans cette activité qu'au milieu du 19e siècle, un tout jeune Américain du Michigan, on est donc dans la région des Grands Lacs, c'est avec cette activité de vendeur de légumes qu'il a commencé, sinon déjà à faire parler de lui, du moins à sortir du rang. Il est fils d'un touche-à-tout d'origine écossaise, à la fois tour à tour charpentier, brocanteur, marchand de divers objets, selon le sens du vent. Il est le fils aussi d'une ancienne institutrice qui va transmettre à son fils le goût d'apprendre et la curiosité de tout. Voilà peut-être le secret. Elle lui a transmis aussi l'envie de réussir à tout prix. Le gamin s'appelle Thomas Alva Edison, mais pour tout le monde dans son patelin, c'est Al. Al s'est vu attribuer un lopin de terre dans un coin de la propriété paternelle, lopin dont il a fait un potager et dont il vend donc les fruits et légumes lors de petites tournées dans les environs. Il finira à 10-12 ans par ouvrir une véritable épicerie à son nom. Seulement, les légumes, c'est un moyen d'amasser ses premiers dollars pour Al. Ce n'est pas le véritable centre d'intérêt du jeune homme. Lui, ce qu'il aime, ce sont les expériences de chimie qu'il réalise dans sa cave en mélangeant toutes sortes de produits négociés chez le droguiste. Je dis négociés parce que là aussi, très tôt, on va pouvoir déceler chez lui l'âme d'un véritable économe. Vous avez compris que tout autodidacte qu'il soit, notre Edison est un petit génie. Et précoce avec ça, très précoce. À 12 ans, vous vous rendez compte, à 12 ans, il obtient la concession de la vente des bonbons à bord du train. Enfin, quand je dis des bonbons, des sweeties, de tout ce qui peut se manger et mâcher. On est quand même aux États-Unis, même si on est au 19e siècle. Il obtient donc la concession à bord du train qui dessert la ligne Détroit-Port-Huron. Un jour, on est en pleine guerre de sécession, donc on est très avide des nouvelles qui peuvent arriver des différents fronts. La nouvelle parvient à Détroit de la mort au cours d'une bataille du général Johnson. Et là, le jeune Al a une idée, comme toujours. Il demande à un copain télégraphiste de transmettre à toutes les gares de la ligne, le long du passage du train, un court message pour annoncer que les détails de cette nouvelle allaient se trouver dans l'édition du soir du journal local. Et l'après-midi en question, dès que le journal sort de presse, il en achète à crédit, parce qu'il n'a pas les fonds pour ça, il en achète à crédit 1000 numéros qu'il va revendre, il les fait charger à bord du train en question et il les revend comme des petits pains tout le long de la ligne, bien entendu. Il a fait un joli bénéfice, ça lui donne une idée, une de plus, et pourquoi pas imprimer son propre petit journal. Eh bien, c'est ce qu'il va faire, Edison, à l'aide d'une presse d'occasion qu'il a rachetée à bas prix, vous pouvez lui faire confiance, et qui va faire de lui le plus jeune journaliste indépendant de l'histoire des États-Unis. Ça ne l'empêche pas, ça, de continuer dans son antre, dans la cave de ses parents, ses petites expériences de chimie amusantes, ou pas amusantes d'ailleurs. Un jour, alors qu'il est à bord du train, un flacon de phosphore qu'il a emporté parmi tout l'attirail qui ne le quitte jamais, ce flacon lui échappe, se casse et se met à emplir évidemment une voiture entière d'épaisse fumée. Vous imaginez la tête du chef de train qui l'expulse avec tout son fourbi, il va se retrouver comme ça sur le bas-côté. Mais avant de l'expulser, le chef de train applique au gamin une gifle mal dosée, bien trop forte sans doute, et à plat sur le pavillon de l'oreille.
Hal est sonné au sens propre, et quand on lui demandera plus tard, toute sa vie durant, d'où lui venait cette surdité partielle qui le handicapait tellement, il répondra en soupirant de la gifle d'un cheminot. C'est ainsi, Titien finit aveugle, Renoir avait les doigts, vous savez, si déformés qu'à la fin il ne pouvait même plus tenir ses pinceaux, eh bien Edison, le propre inventeur du phonographe, était dur d'oreille. Que voulez-vous ? J'ai dit inventeur du phonographe, c'est que très tôt, là encore, notre jeune Hal innove, invente, perfectionne en tout domaine, il va multiplier les brevets. Nous avons eu jusqu'alors affaire à un, comment est-ce qu'on pourrait dire, un petit négociateur, un marchand de légumes, un marchand de journaux, un marchand de bonbons. Vous allez voir qu'en fait, cette émission tourne autour de la personnalité d'un grand du Nouveau Monde composé par Antonin Dvorak, Franck. Il est vif, ce jeune Hal Edison. J'ai sa photo là quand il était gamin. Il a l'air quand même d'un sacré garnement. Alors un jour, il est en gare de Mount Clemens et il aperçoit un petit garçon qui s'est installé pour jouer. Il n'a rien trouvé de mieux au milieu des rails, vous savez. Ah oui. Oui. Et alors Rassurant. aussitôt, quand Edison voit ça, il a 17 ans. Il saute évidemment. Il attrape le gamin juste avant qu'un wagon libre ne passe sur les voies. Et le père de l'enfant, très touché, c'est le moins qu'on puisse dire, tu as sauvé mon enfant, lui dit-il. Alors le bonhomme en question est pauvre, mais il est télégraphiste. Et il dit à Edison, si tu veux, je t'enseigne la télégraphie. Eh bien, c'est ainsi que Edison, le grand Edison, va prendre contact avec le télégraphe. D'une part, ça nous fait une belle jambe, mais surtout avec l'électricité. Vous allez voir évidemment la place que tout ça va prendre dans son existence et au-delà de son existence, dans l'œuvre même, dans l'héritage de ce grand personnage. Alors qu'il est devenu télégraphiste, il va remplacer bientôt un opérateur qui s'est engagé, on est toujours dans cette guerre de sécession, il s'est engagé dans les armées sudistes. Seulement, c'est pas un télégraphiste très assidu, le jeune Edison, c'est le moins qu'on puisse dire. Il passe beaucoup de temps à dormir, à lire, à faire toute autre chose que ce qu'on lui demande. Et au point que le directeur de la compagnie commence à s'impatienter, lui dit, écoute, c'est bien simple, désormais toutes les demi-heures, tu m'enverras un point et un trait pour attester que tu es bien réveillé. Alors, pendant plusieurs nuits, le signal passe, effectivement, toutes les demi-heures, il y a bien le point, le trait, tout va bien. Et le directeur se dit qu'après tout, ce jeune homme a fait des efforts, il faut aller le récompenser. Donc un soir, il se présente à la cabine du télégraphiste et il se rend compte qu'en fait, Edison est complètement, c'est bien installé, il dort tranquillement sur une petite couchette, mais il a inventé tout un mécanisme qui fait que, avec des systèmes de petits leviers, au moment où passe la demi-heure sur la grande aiguille est en bas sur la pendule, ça déclenche un système qui permet d'envoyer ingénieux. C'est ingénieux. Il est viré, évidemment, mais en même temps, ça vous donne une idée de son inventivité. Oh, il n'est pas viré pour très longtemps. Il va bientôt être engagé par la Western Union. C'est d'ailleurs dans le cadre de cette Western Union qu'il va commencer à inventer à faire breveter ses premières inventions. Les toutes premières sont pas très brillantes. Par exemple, il imagine de dériver le courant électrique qui sort d'une grosse pile de réserve il le fait dériver sur un plancher métallique pour faire griller les cafards. Vous avouerez que c'est pas formidable comme idée. Enfin, ça fait partie, c'est toujours le côté géo-trouve-tout de notre bonhomme. Voyant qu'il n'arriverait à rien à Boston, il décide de s'installer carrément à New York. Il débarque donc à Manhattan, sauf que Manhattan, on est à une époque de très grande crise économique, les choses vont mal. On est à l'époque où tout l'avoir des Américains est en train de s'investir dans l'or, le temple, on peut dire, de la finance américaine, c'est la bourse de l'or, le Gold Exchange, et c'est là qu'Edison, qui n'a pas de logement, évidemment, vient se réfugier. Est-ce par hasard? Est-ce qu'il a choisi l'endroit? Ça, je ne sais pas. En tout cas, il va dormir pendant quelques nuits dans la chaufferie, simplement, de l'institution, et un
matin, eh bien, il se réveille, il pousse une porte qui n'est pas la bonne, il se retrouve au milieu de la salle principale de ce Gold Exchange. À mon avis, quand même, je pense que ça c'est un peu la légende parce qu'il avait sans doute l'intention d'y entrer. Et il se rend compte que le petit appareil qui est chargé de transmettre les cours, qu'on appelle le ticker, vient de tomber en panne. Alors, il y a là évidemment des employés qui essaient de réparer, mais ils n'y arrivent pas. Le directeur est en train de s'arracher les cheveux et le petit Edison s'approche. Il dit: vous voulez que j'essaie? Alors lui, eh bien, il suit toute la ligne de transmission et il trouve qu'il y a une connexion qui est desserrée dans les boîtes de câbles de la cave, ce qui fait qu'il n'a plus qu'à resserrer la connexion en question et voilà le ticker qui repart et les cours de l'or qui vont pouvoir être transmis immédiatement. Ça, c'est les États-Unis, surtout ceux de l'époque. Et le jeune Edison est nommé inspecteur général technique de la compagnie avec des appointements de $300. Alors il va en profiter pour inventer un autre ticker beaucoup plus perfectionné, tellement perfectionné qu'il mérite un nouveau brevet. Il passera sa vie à déposer des brevets. Je n'avais pas l'intention, dit-il, de lâcher cette invention pour $5,000. Moyennant quoi, on lui en propose 40 000. 2 heures après, j'avais mon chèque, dit-il. 1 mois plus tard, j'avais mon atelier, mes ouvriers, mon laboratoire et j'avais dépensé jusqu'à mon dernier sou. J'étais le plus heureux des hommes. Il est devenu un inventeur professionnel avec maintenant non seulement des employés, non seulement des moyens pour aller au bout de ses idées, mais avec aussi la nécessité de faire tourner la machine, si je puis dire. Un jour, en passant comme ça dans ses ateliers, il remarque une jeune ouvrière particulièrement belle, lumineuse, si je puis dire, sans mauvais jeu de mots. Elle s'appelle Mary Stilwell. Mademoiselle, lui dit Edison, il arrête la machine sur laquelle elle était en train de travailler. Voulez-vous être ma femme ? Elle n'a pas tellement le choix, elle lui répond oui. Et on va voir que le soir du mariage, pour sa nuit de noces, eh bien Edison ne passe pas sa nuit de noces avec sa jeune épouse dans le lit conjugal. Non, il y a une génératrice qui ronflait, qui crachait des éclairs, qui allait très mal. Il a fallu qu'avec un tournevis, il aille donner un coup de main. Voilà comment on passe sa nuit de noces lorsqu'on s'appelle Edison. Que voulez-vous, toute passion a son revers. C'est le principe des grands destins que d'être aussi parfois un peu mono-axé. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Nous nous intéressons aujourd'hui sur Europe 1 à Thomas Edison. Je vous rappelle que vous êtes les bienvenus. Si vous avez des questions, si vous souhaitez témoigner, écrivez-nous sur le site d'Europe 1, www.europe1.fr. Et Franck, nous vous retrouvons avec vos 2 invités du jour. Et qui sont, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce sont des forts en thème que nous avons autour de cette table aujourd'hui, qui sont tout à fait capables de répondre aux questions que vont nous adresser les auditeurs d'Europe 1. Tout le monde connaît Alain Sirou, évidemment, le monsieur science d'Europe 1. Merci Alain d'être des nôtres. Bonjour Franck. Et un autre Alain Beltran, vous êtes historien spécialisé dans le domaine de l'énergie et directeur de recherche au CNRS. Vous avez publié des ouvrages notamment sur la naissance de l'électricité. On va y venir dans un instant. Ce que j'aimerais, Alain Sirou, c'est qu'on dise tout de suite, pour qu'il n'y ait pas de... Je pense avoir, avec cette espèce d'introduction sur la jeunesse d'Edison, montrer un peu à quel genre de personnage on a affaire. Mais nous ne sommes pas en face. Même si Edison est aujourd'hui l'un des hommes les plus vénérés encore aux États-Unis, comme est chez nous Pasteur, par exemple, ce n'est pas un grand scientifique dont on parle, c'est bien un inventeur, quasiment un géotrouve-tout. Alors, c'est ni un géotrouve-tout, ni un scientifique. Alors, vous avez raison de dire que ce n'est pas un scientifique, comme on l'imagine à la française, où on parle plutôt du savant. C'est ça, voilà, exactement. C'est-à-dire quelqu'un qui a une idée, une vision du monde et qui va essayer, je dirais, de questionner les forces de la nature pour dégager des grandes lois. C'est un personnage extraordinaire. À tous les points de vue, d'abord parce que, sans doute, qu'il dispose d'une histoire personnelle qu'il a fait démarrer, je dirais, dans le peuple, avec une curiosité très importante, et que cette motivation de grandir à la fois, je dirais, dans l'accomplissement de ses idées et en même temps financièrement, va le guider pendant toute sa vie. Et la seconde chose, c'est que il tombe dans une période qui est le 19e siècle, où il y a une vraie révolution des sciences et des techniques, et c'est une sorte de couteau suisse avec des lames qui en continu vont être inventées par Edison. Alors, on va prendre, si vous voulez, une à une les grandes inventions d'Edison, celle qui reste la plus célèbre et en même temps une des plus controversées, mais si vous le voulez bien, on viendra à la controverse dans un deuxième temps. C'est l'invention du téléphone quand même. C'est assez fascinant ce qui se passe, c'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir que dès 1854, Charles Bourseul avait écrit
Si un homme parle à côté d'un disque suffisamment flexible pour se déformer aux vibrations de la voix, il peut ouvrir et fermer tour à tour un circuit électrique qui fait vibrer semblablement un autre disque placé à l'autre bout du circuit. Donc, on peut dire que là, l'invention est faite. Bon, d'accord. Mais ça, c'est une invention théorique, c'est une invention sur le papier. Ensuite, il faut la mettre en pratique. Et pour la mettre en pratique, il fallait inventer cette chose qui est un petit peu notre objet totémique, chère Julia et Alain. Ouais. C'est le micro, hein, le microphone. Il fallait inventer quelque chose qui soit capable de moduler le courant électrique en suivant les très fines inflexions de la voix. Et ça, Alain Beltrand, on peut dire quand même que c'est bien le rôle d'Edison dans cette affaire. C'est le rôle d'Edison, mais en même temps, l'invention du téléphone, le brevet, c'est Graham Bell. C'est Graham Bell, oui. Mais le téléphone de Graham Bell avait une portée extrêmement médiocre et l'avantage, ce que l'on doit à Edison, c'est de transformer cette invention en une innovation et qui est capable de révolutionner complètement la vie. Et là, déjà, nous avons un élément de réponse entre l'invention et l'innovation industrielle qui est destinée à créer des réseaux et à transformer la vie des hommes. Alors, la grande invention qu'on ne peut quand même pas nier d'Edison, c'est la lumière électrique. Alors l'électricité, peut-être que vous nous le disiez en quelques mots, l'électricité était déjà une chose relativement familière à l'époque. Hein. Simplement, on n'était pas capable, avec cette électricité, de s'éclairer autrement qu'avec des arcs. Il faut expliquer ce que c'était. Autrefois, il y avait la lampe à arc. Disons, entre deux charbons, il y avait un arc électrique. Ça permettait d'éclairer de grands espaces, mais ça avait deux inconvénients. D'abord, comme vous l'avez dit très justement, ça éclaire, c'est une lumière extrêmement aveuglante. Oui, très froide, très agréable. Froide. Oui. Et deuxièmement, les charbons brûlent. Et donc, au bout d'un certain temps, il faut changer les charbons, ce qui n'est pas une opération très pratique. Et troisièmement, je vous avoue que j'ai découvert ça doctus cum libro en préparant cette émission, ça faisait, semble-t-il, des ombres extrêmement noires, parce que les faisceaux lumineux sont très dirigés, donc en fait, dès qu'un objet cache la lumière, derrière, c'est la nuit totale, donc ça n'était pas pratique, évidemment. C'est-à-dire, il faudrait imaginer, on a beaucoup de mal à imaginer, on ne le saura jamais, mais peut-être que si on se souvient d'un repas à la bougie, on voit d'un coup que l'espace, la lumière, le tremblotement des images, tout est différent. Alors il faudrait mettre là aussi la lampe à pétrole, le gaz, etc. Donc la perception de la lumière et de l'ombre n'était pas du tout celle que nous avons. Et donc la lumière électrique est venue apporter une réponse. Mais alors là aussi, est-ce que c'est lui qui est l'inventeur ou pas l'inventeur ? Bien sûr que c'est lui, c'est le brevet, 1879. C'est l'invention tout à fait emblématique. 21 octobre 1879. Voilà. Ça fait partie, c'est curieux parce qu'on retient les dates de bataille ou de traité. On devrait quand même aussi retenir les dates de très grandes inventions, Alain Siroux, parce que ça change notre quotidien. Il va falloir avoir beaucoup de mémoire parce que c'est un inventeur et des inventeurs. C'est-à-dire que c'est absolument impossible dans l'histoire des sciences de séparer un inventeur de tous ceux qui l'ont précédé, voire de tous ceux qui, en même temps que lui, vont découvrir une autre solution. Et moi, je me suis intéressé, quand on voit Edison, on se dit, mais pourquoi autant de brevets ? Pourquoi 1500 ? Et en fait, le génie du personnage, c'est bien évidemment de trouver une astuce, de déposer un brevet, mais de faire le tour de toutes les solutions possibles pour empêcher les autres de déposer des brevets qui pourraient être concurrents du sien. Et c'est là où on se rend compte que ce personnage est l'inventeur de quelque chose qui surpasse l'invention. Il examine un spectre global des solutions. S'il y a un problème, quelles sont les N solutions possibles ? Et s'il les trouve, il les dépose toutes, elles sont à lui et il devient incontournable. Vous êtes en train de nous dire que c'est un malin ou oui. Autrement dit un homme d'affaires, hein, tout simplement. Un homme d'affaires, dans le principe, oui, mais lui, il a la solution technique. C'est-à-dire que ce qui est extraordinaire, c'est que nous, quand on a un problème et qu'on essaie de le résoudre, chacun dans sa cuisine, quand on a trouvé une solution, on est content, ça marche, ça suffit. Mais non, pas lui, il va faire 10, 15, 20... Il va au bout de son invention. Oui. Alors justement, pour ce qui est de cette grande invention de la lumière électrique, d'où lui est venue, si je puis dire, l'illumination ?
Alors la question est dans l'air, c'est-à-dire qu'il y a de nombreuses inventions, l'idée du vide, l'idée de l'incandescence, tout ça, il y a d'autres inventeurs. Les Anglais vous diraient que l'inventeur de la lumière électrique, c'est un certain Swan, d'autres vous diraient Maxime, les Belges vous diraient un certain De Changy. Oui. Bon, bref, peu importe. La force c'est exactement ce que vient de dire Alain Sirou. La force d'Edison, c'est un entrepreneur. Donc il y a deux choses. Il y a un marché, et ce marché de l'électricité, eh bien, il est en concurrence avec le gaz. Deuxièmement, il faut avoir les moyens de la recherche. Donc il crée le premier laboratoire moderne de recherche appliquée. Et là, on va travailler jour et nuit. Hein. Il y a une espèce de course à la découverte. Des dizaines de collaborateurs qui travaillent sans cesse. Il les harcèle. Lui-même avait la réputation de pouvoir travailler 48 ou 72 heures de suite, quitte à en oublier son mariage. Bon, tout ça, c'est la légende. Mais ce qui est assez amusant aussi, c'est qu'il est un morceau de la légende américaine. Mais c'est ça, il est tellement emblématique et représentatif d'un certain tempérament, de la réussite par le travail, etc. Alors, il avait quand même, il a cherché tous les moyens possibles. Il fallait trouver un fil qui soit suffisamment fin, suffisamment long pour installer dans une ampoule où on avait fait le vide d'air pour qu'il n'y ait pas de combustion, pour que ce fil soit lumineux. Et c'est pas venu tout seul, évidemment. Alors, il a essayé des centaines, on dit des milliers de produits. Bon, finalement, il s'est d'abord arrêté sur le bambou et puis finalement sur le fil de carbone. Et ce qui est intéressant, c'est que l'ampoule à incandescence que nous sommes en train de voir mourir sous nos yeux, si j'ose dire, puisque maintenant elle est condamnée par les économies d'énergie, cette invention, à peu de choses près, la forme, la méthode de fabrication, ça dure plus d'un siècle. C'est quand même assez rare que des inventions, il arrive à cette perfection et en même temps, il est là pour faire des affaires et il est un concurrent très sérieux du gaz parce que non seulement il y a l'ampoule, il y a le moteur, il y a le réseau, donc il fournit une solution qu'on appellerait aujourd'hui clé en main. Le moins qu'on puisse dire, c'est que lorsqu'il a une idée, il ne s'arrête pas au milieu du chemin. Il va vraiment jusqu'au bout, jusque dans toutes les applications possibles. C'est peut-être finalement ça, la véritable leçon, le véritable exemple que nous ayons à tirer de cette vie un peu étrange. Les souvenirs personnels de Thomas Edison. Il dit: c'était un jour d'hiver en 1877. J'étais très content, je bricolais dans mon laboratoire et je chantonnais tout en étudiant un récepteur de téléphone. On y est toujours, hein, c'est quand même la grande histoire. Il me vint l'idée d'ajouter 1877, je dis bien. Il me vint l'idée d'ajouter une petite pointe au centre du diaphragme et je m'aperçus que ma voix faisait vibrer la pointe. Elle me piquait le doigt. C'est quand même, c'est folklore, hein, comme méthode de découverte. Je pensais que si je pouvais enregistrer les piqûres de cette pointe dans une matière plastique, une matière plastique, entendons-nous, une matière qui soit plastique, voulait-il écrire, hein, et y faire repasser l'aiguille, une parole reviendrait. Je construisis en hâte un appareil de fortune, je passai une bande de papier d'argent contre l'aiguille et je me mis à crier comme un noyé « Hello! Hello !» Charles Batchelor, qui donc est un de ses collaborateurs, entra sur ces entrefaites. Je lui fis signe d'approcher. Je repassai la bande et dans un imperceptible murmure, on entendit « Hello! Hello !» Nous nous regardâmes, bouche bée. Au fond, cette mécanique qui parlait nous faisait un peu peur. Voilà, l'inventeur dépassé par son invention. Il avait quand même le sens de mettre en scène ses propres découvertes, Alain Sirou. Oui, et on ne sait pas quelle est la réalité de la fiction dans cette affaire-là, parce que c'est un excellent vendeur. C'est-à-dire que là, dans cet extrait que vous avez lu, il laisse supposer qu'il est l'inventeur. Oui, qu'il est celui qui a, je dirais, l'ampoule, oui, qui s'allume au-dessus de sa tête. Alors on a vu déjà qu'il n'était pas l'inventeur du téléphone, mais il n'est pas non plus celui du phonographe. Non, mais par contre, dès qu'il se rend compte de la
possibilité de cet instrument, donc il nomme le phonographe, il imagine quelles sont les possibilités. Et la première possibilité qui lui vient à l'esprit, c'est celle de la machine d'aide à la dictée. Il qualifie même cette machine comme étant finalement le copiste idéal, celui qui va mécaniser une tâche et qui va le transformer en, je dirais, un esclave mécanique de l'homme. Il réfléchit à ça et il trouve toute une quantité de solutions incroyables à cette découverte, entre guillemets. Je vous la cite, enregistrement de courrier, des livres parlants pour aveugles, l'enseignement de l'élocution, l'album sonore de la famille qu'on enregistre et qu'on garde. Oui, c'est ça. La boîte à musique pour enfants, etc. Il s'intéresse à ce qui peut intéresser les gens, finalement. Absolument. Il met le public, l'attente du public au centre de sa recherche. Oui, parce qu'il avait découvert dans une des premières inventions, qui était la machine à voter, que finalement les gens ne s'en étaient pas emparés. C'est une très belle idée, la machine à voter, sauf que les gens n'avaient pas envie de la prendre. Et ce qu'on sait dans l'histoire des inventions et des techniques, c'est que on peut inventer tout ce que l'on veut si le public ne se l'approprie pas. Ça sert à rien. Regardez. Le téléphone permet depuis très longtemps que l'on s'appelle en se voyant tous les deux. Simplement, on n'a pas nécessairement envie de se voir quand on s'appelle à un moment donné parce qu'on ne connaît pas la situation dans laquelle notre image va être étudiée. Donc, Edison a vu beaucoup de choses. C'est en cela que, toute proportion gardée, je me méfie toujours de ce genre de comparaison, mais enfin, ça fait un peu penser à une attitude à la Steve Jobs ou à la Bill Gates. C'est-à-dire que le public est presque plus important et l'analyse des besoins de la société plus essentielle que la découverte elle-même, en quelque sorte. Quelques historiens des sciences parlent d'un problème pour les ingénieurs français en particulier qui s'appelle le délice du complexe technologique. C'est-à-dire que, très simplement, quand vous êtes devant votre téléviseur et que vous avez un boîtier vous permettant de passer d'une chaîne à l'autre, souvent votre boîtier, il a 50 ou 70 boutons qui vous permettent de faire des enregistrements, du mixage, etc. parce que c'est possible. Eh bien non, disent Steve Jobs et autres, entre guillemets, businessmen de l'invention, c'est que c'est la simplicité de l'utilisation qui va faire l'adhésion du public et la prise en compte de l'invention. Alors, comme si Edison était l'inventeur du phonographe, je vous propose d'entendre, c'est quand même la moindre des choses, quelques instants de sa propre voix. À quoi ressemblait la voix d'Edison ? Eh bien, à ça, tout simplement. Ladies and gentlemen, those of us who began our labors at the operator's key 50 years ago have been permitted to see and assist in the whole modern industrial development of electricity. La voix de Thomas Edison sur Europe 1. Tout à l'heure, vous nous avez fait entendre, Julia, la voix de Bismarck. Enfin, entendre, on l'a deviné. On a bien tendu l'oreille. Mais ça colle des frissons. Alors, c'est peut-être ma déformation d'historien, mais moi, je trouve d'entendre la voix de Bismarck, ça me paraît une chose tellement incroyable. J'étais ébloui. Là, entendre la voix d'Edison, ma foi, pourquoi pas. Nous avons vu que cet homme-là est quand même pétri de contradictions et qu'il y a quelques zones d'ombre dans sa carrière. L'une des choses qu'il ne va jamais savoir, mais si je puis dire, le train qu'il va rater, en quelque sorte, c'est celui du courant alternatif, Alain Beltrand. Oui, il était partisan du courant continu. Alors comme ça, on peut dire pourquoi pas, mais il se trouve que le courant le plus apte pour le transport, pour la transformation, est le courant alternatif. Et en fait, là, il laisse complètement passer sa chance. Il y a deux choses à remarquer. Il a un grand ingénieur d'origine serbo-croate qui s'appelle Nikola Tesla, qui invente le moteur moderne, Tesla, qui est celui que nous avons, qui travaille sur l'alternatif, il le vire littéralement. Et deuxièmement, après, Edison va entrer, et c'est là, en effet, vous disiez qu'il n'est pas toujours très clair, dans une lutte d'influence contre le courant alternatif, en disant c'est extraordinairement dangereux. D'ailleurs, on peut tuer des animaux, c'est épouvantable. Et quand la première exécution par chaise électrique sera faite, Edison aura quand même le minimum d'élégance de dire que la personne a été Westinghousée, puisque finalement c'était la grande société Westinghouse qui, elle, s'appuyait sur l'alternatif. Donc, il a essayé d'accoler l'image épouvantable de la chaise électrique à son concurrent. Ouais. Alors, le moins qu'on puisse dire, ça on pourra en ajouter, c'est peut-être lui qui a ruiné Méliès aussi, en copiant les films
qui avait été détourné. Donc, je suis pas là pour casser le mythe, mais malgré tout. Il s'est fait passer lui-même un peu pour l'inventeur du cinématographe. Il y a encore d'ailleurs aujourd'hui aux États-Unis des gens qui vont vous soutenir bec et ongle que le cinéma a été inventé par Edison. Absolument. Mais juste une seconde pour revenir sur la chaise électrique, c'est qu'il va pousser le vice à s'associer avec Harold Brown, qui est entre guillemets l'inventeur de la chaise électrique, pour discréditer donc son concurrent. Et il va, procéder avec cet inventeur finalement à l'exécution d'abord de chimpanzés. Et puis ensuite d'hommes. De volontaires tout de même, de personnes qui préféraient ça à la pendaison, on va dire. Bon. Mais la première description de l'électrocution sur la chaise électrique est absolument épouvantable parce que je dirais que c'est un supplice absolument épouvantable compte tenu des puissances de l'époque. Et il a fallu s'y reprendre à plusieurs fois avant que le condamné ait brûlé vraiment, que son cerveau est totalement grillé et que son sang se soit... il n'a pas été électrocuté, il a été grillé. Il a été grillé. Oui. Et les médecins qui étaient présents devant cette chaise ont dit oui, vous avez raison, c'est rapide et c'est sans douleur. Autre temps, autre mœurs. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Toi tu me fais de l'électricité, tu fais monter ma tension. Pour ne pas tomber dans la lubricité, faudra que je fasse attention. Tous les soirs tu m'allumes, le matin tu m'éteins. Mais même si tu dois tout faire sauter, fais-moi de l'électricité. Oh oui, fais-moi de l'électricité, Jodassin sur Europe 1. Je rappelle à nos auditeurs que nous parlons de Thomas Edison, saint patron des inventions aujourd'hui. Oui. On peut dire qu'à l'ère d'Internet, de l'électronique, etc., l'électricité reste encore tellement omniprésente. Regardez l'impact de la moindre panne d'électricité. On en a eu un exemple encore il y a 24 heures dans l'actualité. Je pense qu'on peut dire que l'électricité reste quand même ce qui aujourd'hui fait vivre nos sociétés. Alors j'aimerais vous lire ce que son compatriote Egon Larsen écrivait à propos d'Edison. Chacun connaissait ce visage ouvert, amical, à la fois énergique et ingénu, écrit-il, au nez proéminent, aux lèvres bien dessinées, aux cheveux noirs déjà grisonnants dont une mèche retombait presque toujours à gauche sur un front dégagé. C'était le visage d'un rêveur, mais aussi d'un homme d'action. Carré d'épaules, large de poitrine, Edison était bâti pour le labeur et l'endurance. Il avait les mains longues et musclées, sensibles et vivantes, les mains d'un imaginatif, sobre sur le chapitre de la nourriture, il aimait le café fort et les gros cigares. Il était modéré, plutôt patient avec ses amis, mais très très exigeant en revanche envers ses ouvriers et ses collaborateurs. C'est un euphémisme, me semble-t-il. Il n'y avait pas pour lui de succès sans effort. Chacun connaît sa définition du génie. Le génie, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. J'allais dire, c'est presque ce qui nous reste le plus d'Edison, cette phrase que l'on cite maintenant à tout bout de champ. Pour réussir, disait également Edison, c'est très simple, travaillez tout le temps, ne faites jamais attention à l'heure, n'ayez pas de pendule dans votre bureau, ne quittez pas un travail que vous ne l'ayez fini. Ce n'est pas le travail qui tue, c'est le mauvais sang. Ben dites donc, Alain Giroux, on a quand même l'impression que le personnage était quand même assez rigoureux et pas forcément très sympathique. Ah, c'est un peu particulier. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est quand il est venu en France, dans le stand Edison, qui était au Palais de la Découverte pour l'exposition universelle, il avait entouré ce stand d'un léger fil. Et le grand jeu de l'époque, c'était de toucher le fil et de se prendre une décharge électrique. Vous imaginez cela aujourd'hui comme promotion c'est incroyable. D'une invention. Alors, c'était un jeu. Ça donnait des émotions aux gens, des bien émotions, sûr, mais il fallait avoir vraiment l'idée. Je crois que le personnage effectivement doit être dissocié sans doute de ce grand mouvement qui a été le mouvement scientifique de la découverte de l'électricité, de l'électromagnétisme et je dirais de la façon dont on a plongé le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui dans une nouvelle donne. On avait vécu pendant des siècles et des siècles l'expression seule de la force animale, de la force mécanique doublée par des courroies, des systèmes, je dirais, artisanaux. Et tout d'un coup, il y avait une révolution. Et je dirais, on retrouve vraiment, pour moi, Edison dans cette charnière-là, qui est que nous allions disposer d'une énergie abondante, voire illimitée, pour une société qui avait besoin d'information, de communication, de transmission à la vitesse de la lumière, sans pour autant comprendre à cet endroit qu'est-ce que cela signifiait. Donc on pensait que les ondes étaient peut-être, par exemple, un moyen de communiquer avec les morts. Des gens comme Camille Flammarion devenaient, célèbre astronome, devenaient
les successeurs d'Alan Kardec qui faisaient du spiritisme. Donc c'est une période un peu curieuse où on découvre un nouveau monde et en même temps on ne sait pas où sont les frontières, je dirais, du rationnel, de l'imaginaire. Et il y a un certain merveilleux, Alain Beltrand a écrit un livre qui s'appelle La fée électrique. Et je dirais c'est la fée électricité, c'est bien cette idée de merveilleux, de magique qui tout d'un coup nous plonge dans une autre dimension. Juste une toute petite parenthèse, puisque vous venez de parler de Camille Flammarion. Je salue les efforts de l'association des Amis de Camille Flammarion, qui viennent notamment d'obtenir là la restauration complète du belvédère de son observatoire de Juvisy, dans sa maison de Juvisy. Je dirais que le plus gros est fait maintenant et que la maison est bien partie pour redevenir le grand centre de curiosité qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Absolument, et c'est vraiment aussi un personnage, je dirais, qui est à la croisée d'un chemin où en même temps, il est extrêmement, je dirais, précis sur le sens de la découverte des mots, etc., de la science. Et en même temps, il n'hésite pas à tâter je dirais, du spiritisme, des maisons hantées, de l'idée qu'on puisse communiquer avec les morts. Parce que cette idée que l'électromagnétisme transforme une énergie mécanique en une énergie mécanique à un autre bout, à une certaine distance, et que ça se transporte dans l'éther ou dans l'espace, il y avait quelque chose qui tout d'un coup donnait l'accès à un monde inconnu et merveilleux. Et pendant cette période au 19e où finalement on va trouver des inventeurs comme Edison, on va trouver aussi l'idée qu'il existe la possibilité d'accéder à un monde dont on a rêvé, ou en tout cas qui peut-être nous échappe encore comme étant fantomatique. On entrait de plein pied dans quelque chose d'un peu magique, sans doute. Deux de nos auditeurs, Thibaut et Dimensia, nous demandent de ne surtout pas oublier l'apport essentiel de Nikola Tesla, qui était vraisemblablement plus génial encore que Monsieur Edison, dit Dimensia. Voilà qui a été fait grâce à vous, Alain Beltrand. Vous nous avez dit l'importance de Tesla dans cette affaire. On parlait du stand qu'avait Edison à l'exposition internationale, d'ailleurs la première, celle de la fée électricité. On avait d'ailleurs, c'est la première fois que les Parisiens ont vu des rampes entières d'ampoules électriques. Ça a dû être tout à fait extraordinaire. Il entretenait avec la France un rapport privilégié, cet Edison, Alain Beltrand. Oui, la France au XIXe siècle, en tout cas à la fin du XIXe siècle, paraît encore une très grande puissance. Mais je dirais quand même qu'Edison s'est rendu compte assez vite que notre voisin, l'Allemagne, était une véritable puissance industrielle. C'est ça, il a été un peu déçu par la France. Il a été un peu déçu, mais à l'inverse, il savait que notre pays était une véritable rampe de lancement pour une connaissance universelle. Donc il fallait passer par la France pour être connu, mais pour faire du business peut-être un peu plus avec les Allemands. L'industrie en Allemagne et la communication en France, finalement, on en sort pas. Il y aurait un petit peu de cela. Il y aura un petit peu de cela. Il avait un rayonnement international considérable, parce qu'on parle bien sûr de sa mythification, le mot n'est pas trop fort aux États-Unis, mais hors même du territoire américain, il est considéré de son vivant même comme une légende. Il faudrait regarder, évidemment la radio c'est un peu plus difficile, mais les caricatures sur Edison en France et ailleurs, alors en même temps c'est toujours empreint d'une certaine moquerie, c'est-à-dire on a l'impression qu'il peut tout inventer, y compris des choses parfaitement farfelues, mais c'est véritablement l'inventeur. Et il y a d'ailleurs quelque chose qui est intéressant, c'est de résumer les États-Unis entre les États-Unis, c'est Washington plus Edison. Washington pour la liberté, pour le rêve de liberté américain, et pour Edison, les institutions, pour les institutions, Edison pour l'inventivité et l'entrepreneur. Et quelque part, c'est vrai qu'Edison, c'est l'autre face des États-Unis. Oui, et c'est celle peut-être qui nous est aujourd'hui le plus familière, Alain Sirou. Et sachez qu'il ne croyait pas en l'avenir de la radio. Donc comme il avait tout compris. Aujourd'hui, s'il entendait la voix de Julia, il changerait évidemment d'avis et inventerait un système pour la dupliquer. Mais je veux dire, il faut ramener l'homme à sa dimension humaine, et je pense que c'est très très important de lui donner de la chair. Oui, on a bien compris que sur un plan humain, il avait quelques faiblesses et ça n'était pas l'infaillibilité faite homme. C'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui d'Edison en dehors de ce nom mythique? Est-ce qu'il fait encore rêver les chercheurs et les inventeurs d'aujourd'hui? Alors je dirais oui, mais
en France, il n'a pas fait école. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'image de l'inventeur en France, c'est celui du géotrouve-tout. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette dichotomie entre le savant, le scientifique, celui qui a la science, qui fait la science des grandes théories, et puis l'inventeur. Bon, il y a, je dirais, une occasion de s'en rendre compte avec le concours Lépine, qui est une certaine caricature finalement de l'inventeur, où on trouve des choses comme alors c'est extraordinaire, vous avez un dispositif pour tracer sur une jambe nue une ligne représentant la couture d'un bas, par exemple, qui est donné comme exemple. Pendant l'occupation, ça aurait été utile. Voilà, c'est exactement ça. Vous avez, enfin, je dirais que l'inventeur et l'image de l'inventeur en France est quand même celui du géotrouve-tout et celui qui n'a, je dirais, pas de dimension scientifique. Donc on a toujours cette dichotomie, et certains l'expliquent aussi en disant que ce n'est pas un hasard si il existe des garages aux États-Unis dans lesquels on invente et on découvre des choses, et si Steve Jobs ou un certain nombre de grands patrons, en tout cas aujourd'hui américains, c'est Microsoft, etc., il était commence dans des garages, c'est parce que il y a une culture de l'inventeur, et que cette culture de l'inventeur entrepreneur va devenir, je dirais, la puissance américaine au détriment de la puissance européenne. On peut dire qu'il était le produit de son temps, certes, mais aussi du pays dont il est devenu évidemment un des emblèmes. Ce qui m'aura le plus frappé en vous entendant parler, en lisant tout ça sur Edison, c'est l'incroyable variété des sujets de recherche qu'il explore. On a affaire à un esprit quasi universel. Il n'y a pas de domaine, Alain Beltrand, qui lui paraisse devoir lui échapper, en fait. Il n'est pas du tout un spécialiste, lui, pour le coup. C'est exact. Il voit où il y a des marchés. C'est un entrepreneur. Et quand il y a des marchés, il y va. Ceci dit, en même temps, vous allez me dire franchement que je lui en veux, mais sa grande période, c'est la fin du 19e siècle. Il meurt en 1931, et toute la fin de sa carrière, de sa vie, c'est une série d'échecs. Il travaille sur le caoutchouc, sur des choses. Il n'est plus dans le coup, si je puis dire. Il n'est plus dans le coup, et c'est tout à fait ça. Et c'est étrange, c'est pas un Ford, d'imaginer qu'il soit mort justement en 1931, il y a finalement pas si longtemps. La fée électricité, c'est le titre de votre album chez Découverte Gallimard, dans cette merveilleuse petite collection Découverte Gallimard. Enfin, petite par la taille et pas du tout par l'importance. C'était en 1991. Et puis, La fée et la servante, la société française face à l'électricité 19e, 20e siècle, avec Patrice Carré. C'est un ouvrage que vous avez publié chez Belin la même année. Ça, ce sont les conséquences sur la société, finalement, de cette découverte tout à fait fascinante. Merci Alain Beltrand d'être venu illuminer le personnage. Alain Sirou, on vous retrouve évidemment constamment sur l'antenne d'Europe 1, et je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction du magazine Ciel et Espace. De quoi parle-t-on cette semaine, ce mois-ci dans Ciel et Espace? Des nouvelles planètes, celles qu'on découvre partout autour des étoiles, des mondes où il y a sans doute plein d'Edison en puissance. De quoi rêver encore.